Archidéfi en 3 mots. Concertation, innovation et ambition. Une aventure incroyable. Laboratoire d'idées. Je dirais déstructurant. Dialogue. Assez exemplaire et très carré. C'est très osé. Novabuild, le podcast. Construire autrement. Plus facile à dire qu'à faire. Et si nous changions le cadre ? Et si les mêmes causes produisant les mêmes erreurs, on s'offrait le luxe de s'organiser autrement ? Dans ce 2e épisode de Novabuild, le podcast, nous allons suivre pas à pas le projet Archidéfi porté par Podelia du groupe Action Logement à Angers. Podelia est un bailleur social qui cherche des solutions pour faire autrement tout en restant dans le cadre du Code des marchés publics. C'est comme cela qu'a émergé, en lien avec Novabuild, l'idée d'organiser la phase de dialogue compétitif d'un marché sous le format d'un hackathon. Ce projet a lui-même été labellisé Innovation Novabuild par notre conseil scientifique et technique. L'idée était d'écrire de nouvelles histoires urbaines sur 4 sites d'Angers qui sont eux-mêmes lourds d'histoire et d'émotions. Ils abritaient des cités d'urgence après la guerre. Ce projet a fait tout de suite écho à ce que représente Novabuild, l'association qui fédère et mobilise les acteurs de la construction, de l'immobilier et de l'aménagement Pays de la Loire pour les accompagner dans leur changement des mentalités et des pratiques. Pour commencer, donnons la parole à Pierre Grange, directeur du développement et du patrimoine de Podelia. On connaît l'ANRU. L'ANRU, c'est une politique publique qui est portée par l'État et les collectivités pour revoir les quartiers. Mais au-delà de l'ANRU, on doit reconstruire la ville sur la ville. Et nous, les bailleurs, nous devons aussi reconstruire nos quartiers. La question est de se dire, à l'aune du ZAN, est-ce que cette reconstruction ne doit pas être un laboratoire pour mettre en application l'ensemble des enjeux à venir? Et quand je parle des enjeux à venir, je parle bien entendu de développement durable, de stratégie environnementale, de décarbonation et d'acceptation de la densification sur les territoires pour pouvoir en effet loger mieux, plus de monde sur un périmètre plus restreint. Après ce point sur les enjeux par le bailleur social, voyons avec Anna Le Foulon, chargée d'études et d'opérations à Podelia, comment tout cela a pu être traduit de façon opérationnelle. L'idée est arrivée assez naturellement. On s'est dit qu'il y avait une réelle opportunité parce que c'était 4 sites qui étaient en renouvellement urbain. C'était 4 sites qui pouvaient aussi nous permettre d'avoir des marges de manœuvre un peu plus importantes pour répondre aux enjeux et aux questions qu'on se pose aujourd'hui, à savoir comment on va construire demain. Et on s'est dit que sur un format de consultation classique, où chacun travaille de son côté, c'était un peu compliqué de trouver les réponses et que collectivement, on arriverait certainement à aller plus loin. Et donc, au fur et à mesure de nos échanges, avec les partenaires aussi qui nous ont accompagnés sur le sujet, on a trouvé ce format d'hackathon en se disant que c'était certainement celui qui répondait le mieux à notre nécessité d'échange entre les partenaires et d'émulation qui permettrait de monter en compétences. C'est le moment de demander à Juliette Lavis, chef de projet animation de Novabuild, comment, de notre côté, nous nous sommes impliqués dans ce projet. Et juste avant de lui donner la parole, je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Je suis Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild. Alors Juliette, comment est arrivé le projet Archidéfi à Novabuild ? Alors la première fois que j'ai entendu parler du hackathon de Podelia, en fait j'ai trouvé vraiment très disruptif en fait cette approche, ce côté d'innovation non technologique et surtout d'avoir une transcription à travers ce projet d'un certain nombre de propos qu'on tient régulièrement, de dire il faut qu'on soit en amont, le plus en amont possible dans la conception. Et souvent, on nous répond mais oui, c'est pas possible de faire ça. Et là, en fait, on avait un maître d'ouvrage ultra volontaire qui était prêt, entre guillemets, à transgresser les règles avec un concept pourtant assez établi qui est celui du hackathon. Alors, on a compris. Nous sommes ultra volontaires à Novabuild, mais concrètement, comment ça se passe ? Archidéfi, ça n'a pas été de tout repos et ça n'a pas été un long chemin tranquille. On a quand même eu beaucoup de rebondissements. On était quand même parti sur l'idée d'un vrai hackathon. On mettait vraiment tout le monde au même endroit, H24, tout le monde dormait sur place, les équipes se croisaient, se mélangeaient. Et à un moment donné, on nous a dit stop, juridiquement, c'est impossible. On voulait que les équipes puissent s'enrichir mutuellement, même si elles étaient concurrentes. Et ça, on nous l'a interdit formellement. On nous a dit c'est OK, à condition que chacun soit clairement séparé les unes des autres au niveau des équipes. Et à un moment donné, on s'est dit tant pis, on laisse tomber, c'est pas possible. L'équipe entière qu'il y avait autour de Podelia et surtout la personnalité d'Anna Le Foulon a fait qu'on a dit non, on va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, même si finalement c'est que la moitié de ce qu'on avait envie de faire au début. Il reste encore une moitié qui est présent. Il y a encore beaucoup de richesse dans ce projet. Il faut qu'on aille jusqu'au bout.
Au fait, un hackathon à l'université, on voit assez bien ce que ça peut donner. On met une centaine d'étudiants tous ensemble dans un gymnase et on leur demande en quelques jours de sortir un projet qu'ils n'avaient jamais imaginé pouvoir élaborer. Mais appliquer à un projet de construction, ça donne quoi ? Alors, le hackathon, il permet, dans un premier temps, de réunir tout le monde au même endroit, Anna Le Foulon. d'avoir une logistique un peu différente, un peu plus complexe peut-être, mais au moins d'avoir une logistique différente qui permet l'union. Et puis, il permet aussi de condenser le temps. Et ça, c'était aussi un des challenges. C'est-à-dire que quand on répond classiquement à un concours, on a un mois pour répondre au concours, c'est des délais très normés. Là, il y avait une semaine finalement, même pas 3 jours et demi pour répondre et pour proposer une esquisse. Et puis après, il y a effectivement cette question d'avoir tout le monde au même endroit qui fait qu'on a pu organiser des temps collectifs et avoir des temps d'échange privilégiés dans le cadre de l'organisation. Il est grand temps de se tourner maintenant vers les principaux concernés, les équipes. 13 équipes pluridisciplinaires se retrouvent toutes ensemble dans le même bâtiment, le siège de Podelia, pendant 3 jours et demi, fin janvier et début février 2023. Ces équipes, à qui l'on va faire vivre cette drôle d'expérience, ont dû se demander si elles n'avaient pas vécu cela comme une corvée. Alors les 3 jours sur place, au départ, c'est vrai, nous ont apparu un peu comme une corvée, il faut bien le dire. Sylvaine Dallot, architecte. Tout au moins, plus qu'une corvée, c'était une interrogation. Comment ça allait se passer avec nos confrères ? On se connaît pas. Pourquoi changer toutes nos habitudes ? Comment ça va fonctionner ? On avait un peu du mal à voir en fait la plus-value. Et puis en fait, ça s'est révélé par la suite. Et justement, les équipes, elles ont fonctionné comment ? On imagine que cela devait bouillonner, comme dans les hackathons des écoles d'ingénieurs. Je retiens de ce format hackathon l'efficacité des échanges en temps réel. Vincent Brère, Pouget Consultant. Et d'être tous autour d'une table, les différentes personnes de la conception, sans un temps trop limité. Chacun donne son avis et on gribouille tous dans des petits coins de table en direct. Et on refait jusqu'à trouver l'alchimie de tout le monde. Ça a permis d'approfondir plus vite beaucoup de pistes. C'est-à-dire que quand un membre fait une proposition, eh bien tout de suite chacun est capable de réagir. Oui, mais alors si on fait comme ça, moi ça m'arrange pas spécialement à cause de ça. Ok, alors attends, le poteau je mets dans l'autre sens, est-ce que ça te va mieux ? Ah oui, mais moi ma gaine je vais la mettre là, d'accord. Mais alors moi ça me fait penser à ça. Enfin, il y a une interaction au fait d'être à la fois dans l'urgence parce qu'on sait que 3 jours vont passer vite, et comme je le disais, d'avoir le temps de retourner la copie dans tous les sens pendant au moins la première journée, on va dire. Personnellement, ça m'a un peu donné l'impression de retourner à la fac. Anna Le Foulon. Où on bossait en groupe et on avait des sujets assez courts avec un groupe d'étudiants. Et finalement, on s'est retrouvé un peu dans cette conjoncture-là, en mode projet, en fait. C'est sacrément chouette. Il y avait une équipe qui était incroyable sur le lot 3. Juliette Clavis. Quand on rentrait dans cette salle, ils étaient, je sais pas, à chaque fois une dizaine. Puis alors vraiment, c'était un peu comme dans les films, on les voyait, il y avait des plans partout, des ordinateurs, des écrans, des manteaux, des sacs, ça tournait dans tous les sens, ça gribouillait, ça dessinait. Et alors moi je me dis, c'est incroyable, cette connivence qu'ils ont, on voit que c'est des gens qui se connaissent bien. Ils ne se connaissaient pas avant le hackathon. Moi, je pensais que les équipes viendraient avec des gens avec qui ils sont habitués, en se disant déjà le truc il est un peu barré. Je vais embarquer mon partenaire habituel, mon bureau d'études avec qui je connais bien. Eux, pas du tout. Ils avaient pris des partenaires qu'ils ne connaissaient pas en disant de toute façon, on va être ensemble pendant une semaine, on va apprendre à se connaître. Se connaître. Si c'était le secret pour innover. Pas l'innovation technologique comme on en a l'habitude, mais l'innovation non technologique, celle dont parlait Juliette Clavis tout à l'heure, celle qui demande de changer les mentalités avant de changer les pratiques. Se connaître, oui, mais il faut aussi des inputs, comme on dit en bon français, des apports extérieurs. Et là, à nouveau, Novabuild a apporté son savoir-faire avec l'organisation de rencontres avec des experts extérieurs sur des sujets pointus. Ces experts ont été sélectionnés par Novabuild en lien avec son réseau large et diversifié. Et l'objectif, c'était chaque lot avait un enjeu spécifique, par exemple la biodiversité, par exemple la gestion de l'eau. Et ça a été de faire rencontrer aux équipes qui avaient des enjeux spécifiques la bonne personne ressource. Une personne ressource qui a été très appréciée, c'est l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Juliette Clavis. Sur la question de la gestion des eaux. Il y en a beaucoup qui nous ont dit on ne connaissait pas la moitié de ce que cette personne nous a dit. D'ailleurs, on ne connaissait même pas la structure dans laquelle elle travaille.
Karine Leu, je travaille à l'agence de l'eau Loire-Bretagne sur le site du Mans. Alors en fait, au niveau de l'agence de l'eau, une de nos priorités, c'est la gestion intégrée des eaux pluviales. On a été très surpris d'être sollicité pour participer en amont du projet parce qu'en fait, en général, les projets arrivent une fois qu'ils sont terminés et qu'on est à la phase de financement. Et là, c'est très positif d'être sollicité en amont pour pouvoir rencontrer les équipes d'architectes et que cet enjeu-là soit vraiment pris en compte dès les premières réflexions du projet. Donc ça, c'était vraiment important et c'est rare que ça arrive. Alors là, c'était une démarche vraiment exemplaire de ce point de vue-là. Vincent, c'est bon, là, je vous dérange pas. C'était juste pour te rappeler que tu as un rendez-vous avec ta personne ressource, tu sais, sur les questions thermiques. Et donc, on l'a compris, il y a ces experts qui ont pris du temps pour nous. Mais est-ce que cela a été utile pour faire évoluer les projets ? Alors la présence d'experts a été vraiment utile pour nous conforter dans nos choix. Sylvaine Dallot. Et pour nous aiguiller sur des solutions techniques auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Par exemple, pour l'agence de l'eau, c'est vraiment sur les échanges, la qualité des échanges en fait. Les questions qu'ils nous ont posées sur notre projet, sur comment on voulait le réaliser, ça nous a permis de formaliser, de formuler en fait plus clairement nos idées, d'arriver à les aboutir en fait et de faire qu'elles soient cohérentes du début jusqu'à la fin. On a parlé d'experts extérieurs, mais on néglige souvent dans les projets les experts intérieurs qu'on a à nos côtés, notamment ceux qui font vivre les bâtiments. C'est sûrement ici aussi l'un des secrets de la réussite. Mieux connaître les attentes en profondeur du maître d'ouvrage. Dans les interventions en plénière, je trouve qu'il y a eu un apport très fort sur les interventions des personnes de l'exploitation chez Podelia. Juliette Clavis. Ça a été là aussi assez compliqué, des personnes qui ne prennent pas la parole habituellement, d'arriver à les convaincre et jusqu'au dernier moment, elles ne voulaient pas intervenir. Mais ça a été très riche d'entendre leur retour puisqu'ils sont exploitants. Et quand on a l'impression que c'est rien, mais que la personne des espaces verts nous dit « Arrêtez de mettre des bordures, ma tondeuse ne passe pas et arrêtez de me faire des tout petits endroits, c'est impossible à gérer ». Quand on a le responsable location qui nous dit « Arrêtez de mettre des ballons de chaude en plein milieu du salon, les locataires, nous, c'est pas gérable ». Enfin, c'était très fort. Donc, il y avait des choses très pratico-pratiques en plénière. Et il y avait d'autres choses qui étaient beaucoup plus macro, mais où on a senti vraiment une réelle attention des équipes. C'est l'intervention de ma collègue Lola Duménil, chef de projet bas carbone et résilience. Et elle a fait toute une intervention sur les outils à disposition pour traiter de la question de l'adaptation des logements face aux différents aléas liés au dérèglement climatique. Donc, on pense tout de suite, bien sûr, aux surchauffes d'été, mais il y a aussi d'autres risques comme le retrait-gonflement des argiles qui peuvent jouer sur la structure des bâtiments. Et on a vu un certain nombre d'équipes venir par la suite échanger avec Lola pour creuser un petit peu plus ces sujets. C'était vraiment des moments très fort en tension intellectuelle. On sentait que les membres des équipes n'étaient pas là parce qu'elles étaient obligées d'être là. Elles étaient là et vraiment, on sentait que ça les amenait à avoir des réflexions autour de leur projet. Ce pas de côté enclenché par l'ensemble des participants à Archidéfi a-t-il permis d'améliorer le projet ? Le point de vue de Vincent Brère, président de Pouget Consultant. Ces 3 jours ont représenté une formidable dynamique, une exaltation, une façon de faire vraiment différente et la pression en même temps qu'on s'est mis de se retrouver enfermé dans une salle et avec quelque chose qui doit en sortir 3 jours après. Mais c'était une pression positive. Et à un moment, on se confronte au jury. Vous l'avez compris, au bout des 3-4 jours de bouillonnement intense, le jury mis en place par Podelia, à chaud, va être amené à retenir les projets autorisés à poursuivre l'aventure. J'ai eu la chance de pouvoir assister, mais seulement en spectatrice, bien sûr, à un jury où effectivement, c'était Juliette Clavis. Très intéressant de voir ce qu'ils avaient pu faire comme projet sur la base, effectivement, des thématiques qui étaient fléchées. Donc, nous, des personnes ressources aussi qu'on avait pu apporter. Mais c'était aussi très frustrant de se dire, à la fin, ils ne seront pas tous retenus. Et pour quel résultat ? Est-ce qu'on a fait bouger les lignes ? On a parlé d'innovation depuis le début. Est-ce qu'il y a des innovations directement issues du projet Archidéfi avec son hackathon ? On a proposé en option une toiture photovoltaïque
en autoconsommation collective. Vincent Brère. En nous étant renseigné un petit peu, on a donc compris que tout le quartier était au même bailleur social et donc qu'il fallait profiter de cette conception d'une toiture neuve pour la faire comme ça nous arrangeait et optimiser l'installation de panneaux photovoltaïques qui serviraient à la facture de tout le quartier. Ça, c'est déjà une innovation en soi qu'on a rajouté un peu au contexte global et qui peut-être nous a un peu fait gagner. Enfin, le fait d'inscrire vraiment le projet dans son environnement et de travailler la facture, la réduction des charges pour tous les locataires du quartier, c'était un point fort qu'on aime bien porter sur tous nos projets. Sur le projet de Rome, on avait 80% d'espace imperméabilisé. On est passé à 80% d'espace perméable, en grande partie grâce aux toitures. Anna Le Foulon. Ces ratios sont impressionnants. C'est ce qui fait un peu l'exemplarité du projet. On ne peut pas s'engager à faire 80% de surface perméable sur chacun de nos projets. Pour autant, l'objectif qui est le nôtre, c'est bien d'avoir des espaces de plus en plus perméables et d'avoir en tête que de toute manière, dans le cadre législatif actuel, c'est un enjeu écologique, mais c'est aussi un enjeu dans le cadre des documents d'urbanisme qui nous est astreint. J'ai trouvé que c'était un projet qui allait vraiment loin parce qu'en fait, il y a quasiment pas d'imperméabilisation sur le site qui était autrefois entièrement bitumé. Karine Leu, chargée de mission pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc il y a vraiment beaucoup de pleine terre. Toute l'eau de la pluie décennale est infiltrée sur le site. Donc ça, c'est une très bonne pratique. Et il y a aussi une grosse réflexion sur la biodiversité. Donc voilà, on a des strates végétales variées et puis on a la reconnexion de la continuité écologique de part et d'autre du quartier. Donc ça, c'est vraiment très très positif. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que l'eau et la biodiversité, ça fait l'atout du nouveau quartier. Petit focus sur la question de la noue paysagère et la gestion de l'eau à l'échelle de la passerelle, issue directement des résultats d'Archidéfi. Sylvaine Dallot. C'est quand même un élément paysager qui est de plus en plus valorisé. Et maintenant, les gens commencent à bien appréhender ce que ça peut être, à savoir un dénivellement de terrain vraiment très léger. On communique beaucoup sur le fait que c'est pas un réservoir, que c'est pas un fossé, que c'est un modelé de terrain avec très peu de profondeur et des bas-côtés qui sont plantés, végétalisés, un cœur de nous en fait où il n'y a jamais d'eau quasiment, sauf quand il y a de l'orage, et en général, c'est pas les moments où on est dans le terrain, en fait. Donc, je trouve que au niveau de la perception, les noues paysagères sont de mieux en mieux acceptées, et pour le moment, on n'a pas eu de remarques à ce propos. La noue, c'est un des outils paysagers pour infiltrer l'eau pluviale. Karine Leu. Et infiltrer l'eau pluviale, ça a plein de bénéfices pour la ville. Ce qui intéresse majoritairement l'agence de l'eau, c'est la réduction de la pollution, puisqu'en fait, les pluies, elles font déborder les stations d'épuration en cas d'orage, par exemple. Mais ça a plein d'autres bénéfices, notamment la recharge des nappes. Et on sait que c'est vraiment très, très important, ça, de recharger les nappes. Maintenant, on sait ça. Mais aussi la biodiversité, la réduction des îlots de chaleur. Voilà, le cadre de vie, le bien-être des habitants, même la santé. Enfin, ça apporte vraiment plein de bénéfices dans la ville. Question de l'eau, de la biodiversité, de la qualité de vie. Et si on évoquait le cœur d'îlot piétonnier proposé par un des projets? Le cœur d'îlot piétonnier, c'est une idée qui est très ancienne. Sylvaine Dallot. Puisque il y a des quartiers dans les années 70, moi que j'avais étudié, des lotissements du nord de l'Europe, qui sont déjà piétonniers avec des garages déportés. Enfin, c'est une idée qui est pas du tout récente. Par contre, pour de l'habitation, dans des quartiers de ville qui ne sont pas au centre, même si là il y a la présence du bus, les voitures sont prédominantes dans notre culture. Donc il faut pouvoir s'arrêter au pied de sa maison. Porter des courses et faire 20 mètres, c'est un exploit. Quand on est devant une école, moi je voyais, c'était du baby drive, quoi. Les voitures arrivaient, hop, la portière s'ouvrait, le bébé sort, enfin l'enfant sort, hop, on redémarre. On est vraiment dans une culture où surtout, faut pas lâcher sa voiture, quoi. Donc oui, c'est une problématique, un îlot piétonnier dans ce sens-là. Et la performance thermique et carbone chère à Novabuild, qu'en est-il? Vincent Brère, Pouget Consultant. Alors, les niveaux de performance demandés, donc pour mémoire, on était sur un niveau RE 2025, donc juste l'anticipation d'un seuil de la réglementation.
C'est tout à fait acceptable et intégrable dans un projet dès à présent. On en revient toujours à la question des coûts de construction qu'on veut donner à ça. Et là, en l'occurrence, on avait une bonne adéquation entre le coût de construction d'objectifs qui nous était donné et l'ambition. On a su faire et aller chercher les solutions qui répondent à ça, et avec un économiste en parallèle qui nous guidait pour nous rassurer sur l'équation qui fonctionne entre le coût et la performance. Tadam! Et si maintenant on se donnait une vision globale sur l'ensemble des lauréats avec une question, les projets retenus sont-ils meilleurs? Parole au maître d'ouvrage avec Anna Le Foulon et Pierre Grange. On avait annoncé dans le communiqué initial de presse que l'ambition était d'avoir de meilleurs projets. Force est de constater que sur les 3 architectes qu'on a retenus, qui représentent 4 projets puisqu'il y a 4 sites, on a satisfait à nos ambitions parce que on est en avance de seuil sur pas mal de ces projets. Ça, c'est purement quantitatif, donc c'est facile de le dire. Mais parce que on utilise des matériaux biosourcés de manière quasi systématique. Parce que d'un point de vue biodiversité, on est allé beaucoup plus loin que ce sur quoi on va d'habitude dans les projets. Parce qu'on est sur des projets où de manière systématique, on se déconnecte par exemple au réseau des eaux pluviales. Donc on satisfait aux objectifs qu'on s'est fixés. On a été ambitieux et on a eu raison de l'être. Aussi parce que d'un point de vue financier, on a réussi à tenir nos enveloppes. Et ça, c'est important de le souligner puisque ça fait aussi partie de la réussite du projet. Le projet d'Archidéfi était l'occasion de transformer une difficulté de renouvellement urbain en une opportunité. Je m'explique. Le défi, c'était du bâtiment obsolète, mais un foncier qui nous appartient. Et le fait que ce foncier nous appartienne, ça a permis finalement de gommer certains coûts inhérents aujourd'hui à un projet immobilier qui sont les coûts de foncier. Dans ce contexte-là, d'un foncier dont le coût est maîtrisé, on se rend compte qu'on peut être très ambitieux. Et quand je dis très ambitieux, c'est RE 2020 2028 pour donner un petit peu des jalons, voire de l'anticipation de 2031, du travail sur la biodiversité et finalement se retrouver dans des coûts de construction et des coûts d'opération qui sont compatibles avec une économie de projet, qu'elle soit de logement social ou d'accession sociale. Faire cette démonstration-là, c'est en effet pouvoir passer un cap et embarquer avec nous les collectivités, les partenaires et les collaborateurs dans cette transition environnementale. Waouh! La RE 2020, seuil 2028, voire 2031. C'est ce qu'on aime bien à Novabuild. C'est de rendre les tests en laboratoire reproductibles. On appelle ça tout simplement des projets exemplaires, car ce sont des exemples. Alors les solutions proposées sont-elles reproductibles ? Sur les solutions qui ont été proposées par les architectes, on a fait un grand pas, notamment sur les typologies de matériaux qui sont utilisés, sur les capacités aussi thermiques des bâtiments et puis sur les enjeux de biodiversité et d'eau. Il y a un certain nombre de ces solutions-là qui sont réplicables. Il fallait démontrer. Et ce gros laboratoire, on va l'appeler comme ça, a permis de démontrer. Une fois qu'on a fait cette démonstration-là, on a effectivement tous très envie de capitaliser dessus. Ça fait partie de notre politique puisque depuis le hackathon, on a rédigé un nouveau cahier des charges. Et dans le cadre de ce nouveau cahier des charges, on essaye effectivement d'intégrer un certain nombre d'avancées sur lesquelles on a pu capitaliser pour que l'extraordinaire, on va dire, devienne du systématique. Que l'extraordinaire devienne du systématique. Joli mot, belle ambition. Et sur la méthode, que retient-on côté Novabuild et Podelia ? Archidéfi, c'est clairement pour moi un projet qui permettait de rendre concret, en fait. On avait vraiment une matérialisation de ce qu'on dit faire auprès de nos adhérents et des professionnels du monde de la construction, de l'aménagement et de l'immobilier en règle générale. On dit qu'on les accompagne dans leurs projets, on dit qu'on leur apporte de la ressource pour mieux faire, on dit qu'on fait de l'échange et du partage de bonnes pratiques. Vraiment, Archidéfi, en fait, c'était un condensé de l'intégralité des actions de Novabuild, vraiment en mode pratico-pratique. Finalement, on se rend compte que ce hackathon, ça a été l'occasion de réunir tout le monde autour de la table. Dans un monde où aujourd'hui, on est de plus en plus connecté à sa tablette, à son PC portable, on est de plus en plus déconnecté aux autres. Et finalement, ces temps d'échange, ces temps de dialogue sont particulièrement précieux. Et je pense que la richesse d'Archidéfi, au-delà des productions architecturales, elle est aussi dans les partenariats que ça a permis de développer, dans les relations humaines que ça a permis de développer. Et ça, c'est un des fondamentaux, finalement, de l'expérience et une des plus belles leçons, peut-être, de ce hackathon. Nous espérons que vous aurez retenu quelques éléments de cette leçon de choses. Nous, à Novabuild, on retient surtout une leçon de vie. Quand on veut, on peut. Quand on se met à plusieurs, on y arrive.
changer c'est possible si on s'en donne les moyens. La suite dans le prochain épisode de Nova Build, le podcast.